Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur les antennes de télé, sur les différentes plateformes digitales de votre chaîne de télévision. Elle était annoncée, elle a eu lieu, la rencontre entre le chef de l'État, Patrice Talon, et les responsables des centrales et confédérations syndicales représentatives, élargies aux responsables du Conseil national du patronat et de la Confédération nationale des employeurs du Bénin. La revalorisation des salaires était au cœur des échanges ce mardi 26 avril 2022 au Palais de la République. Il en ressort, entre autres, la hausse du SMIG à hauteur de 30%. Que retenir fondamentalement de cette rencontre avec le chef de l'État? La suite, c'est quoi? Comment et quand? Pour nous aider à décrypter donc cette séance entre le chef de l'État et les responsables syndicaux, nous recevons pour vous ce soir Monsieur Anselme Amoussou. Il est bien évidemment le secrétaire général de la centrale des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin. Bonsoir à vous. Bonsoir, cher ami. Merci pour la disponibilité. C'est un plaisir. Voilà, il partage ce plateau avec nous, Bernard Rounouvi. Il est directeur exécutif du Conseil national du patronat. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous aussi. Merci pour la disponibilité aussi. C'est un plaisir également. Voilà. Anselme Amoussou, le 18 février 2022, vous aviez, en collaboration bien évidemment avec d'autres responsables syndicaux, vous aviez organisé un meeting de protestation à la Bourse du Travail. Est-ce que la tenue de cette rencontre avec le chef de l'État le 26 avril, donc mardi dernier, est une bonne réponse à votre meeting de protestation? Merci beaucoup. Juste avant de répondre à votre question, je voudrais clarifier que la CSA Bénin, c'est la Confédération des syndicats autonomes du Bénin et non pas la centrale. Une petite nuance pour laquelle nous sommes plutôt... Voilà. Très attachés. Merci beaucoup. La Confédération des syndicats autonomes du Bénin. Tout à fait. Je dirais que la rencontre de son gouvernement est une réponse tardive à la sortie des travailleurs le 18 février. Vous comprenez bien, on parle de février, mars, avril, alors que nous parlions d'urgence. C'était des urgences sociales, ce sont toujours des urgences sociales. Et ce que nous dénoncions le 18 février s'est aggravé aujourd'hui. Avant, c'était toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines que les prix explosaient. Aujourd'hui, c'est pratiquement toutes les semaines que vous avez des explosions de prix intenables pour le pouvoir d'achat des uns et des autres. Donc, je pense que dans un premier temps, le gouvernement, en Conseil des ministres, a décidé donc de prendre un certain nombre de mesures pour lutter contre l'inflation, contre la vie chère. Mais à la date d'aujourd'hui, on sait très bien, vous et moi savons très bien que sur le marché, les mesures n'ont pas vraiment eu d'effet, les mesures ne sont pas vraiment appliquées parce qu'il manque le dispositif justement pour faire le contrôle. Et aujourd'hui, enfin, le 26 dernier, le gouvernement enfin nous reçoit sur... Oui, enfin, parce que, voyez-vous, un engagement qui a été pris par un gouvernement tel que celui-là, que nous connaissons comme étant, disons, ayant la réputation d'être plutôt rationnel, ne faisant pas dans la démagogie, qui fait une annonce aussi importante pour, disons, le moral de la troupe depuis le mois de décembre, et qui finalement ne rencontre les travailleurs, les principaux concernés qu'en avril. Ça fait plus de 4 mois. Et ça je trouve que en termes de dialogue social, en termes de gouvernance, il y a quand même un petit problème. L'un de ses collaborateurs expliquait sur un plateau de télévision que, justement, il y avait quand même des travaux qui étaient en cours. Il attendait la finalisation de ces travaux avant de pouvoir vous appeler. Ben voilà, maintenant je vous laisse apprécier. Voilà un comité interministériel qui a travaillé depuis 4 mois, donc 4 fois 4, plus de 16 semaines, et qui finalement nous a proposé ce que vous avez entendu là, le 26 avril dernier. Regardez, est-ce qu'on avait besoin de prendre autant de temps pour finalement, disons, nous demander en quelque sorte de, bon, écoutez, on va encore faire des ajustements et on vous annoncera vraiment, vous constaterez effectivement les choses au mois de novembre. Donc, on aurait pu faire un peu plus vite. Juste parce que c'est la bonne manière de montrer aux autres qu'on se préoccupe d'eux. Et je pense que la démarche du gouvernement, la communication qui a accompagné cette annonce, cette communication que je dis abusive, et qui aurait pu être de bonne guerre si les choses s'étaient concrétisées assez rapidement, tout cela a favorisé un grand espoir, de grosses attentes
dans la tête des uns et des autres. Et puis, vous vous souvenez, toutes les semaines, le porte-parole du gouvernement venait entretenir donc cet espoir pour dire ouais, le comité interministériel du travail, le chef de l'État est décidé à ce que les choses s'améliorent pour le salaire, pour les salariés. Et il y a quelques jours, quelques semaines, c'est le ministre des Finances lui-même qui est venu dire ouais, nous avons fini le travail. Et le chef de l'État a estimé qu'il fallait qu'on revoie notre copie parce qu'il trouvait que c'était insuffisant. Du coup, tout le monde pense que ça va être vraiment quelque chose de consistant sur le pouvoir d'achat des salariés. Et en fin de compte, voilà. Donc, je reviens à votre question pour dire, oui, c'est une rencontre qui est importante pour nous, parce qu'elle a eu lieu avec le premier magistrat. C'est important de discuter avec le premier magistrat quand vous avez des problèmes, parce que j'ai l'habitude de dire que c'est au moins une occasion où quelqu'un ne viendra pas vous dire on ira rendre compte au chef de l'État parce qu'il est là directement pour écouter, pour décider. Mais voyez-vous, ça a mis du temps, malheureusement. Très bien. Et quelle était l'appréhension des responsables du Conseil national du patronat à l'annonce quand même de cette réunion avec le chef de l'État? Ben, vous savez que le Conseil national du patronat du Bénin attendait depuis cette séance. Parce que depuis que le gouvernement a annoncé qu'il y aura une revalorisation salariale et une augmentation du SMIC, le porte-parole du gouvernement disait que le gouvernement allait rencontrer les centrales et confédérations syndicales des travailleurs pour la revalorisation et le patronat pour le SMIC. Donc, le Conseil national du patronat du Bénin, et même en relation avec CONEB, se sont réunis également pour commencer déjà par réfléchir sur la question. Parce que améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs, cela va de soi quand même pour un chef d'entreprise qui veut quand même rentabiliser son unité de production. C'est-à-dire, quelqu'un a dit il n'y a que de richesse que d'hommes. Bon, vous comprenez que dans une entreprise sans des travailleurs dévoués, des travailleurs motivés, vous ne pouvez pas atteindre les objectifs que vous attendez. Donc, très tôt, nous avons compris au niveau du Conseil national du patronat du Bénin que, à la date d'aujourd'hui, 40 000 francs, c'est vraiment insignifiant. Et le Conseil national du patronat du Bénin avait poussé depuis déjà la réflexion pour dire aujourd'hui, le minimum qu'on peut payer même à un travailleur, c'est 100 000 francs. Je crois que le syndicat, M. Amoussou, le sait très bien, qu'aujourd'hui, même si on donne 100 000 francs à un travailleur, il faut encore ce que le Conseil national du patronat du Bénin avait ajouté, quelqu'un qui va gagner 100 000 francs, il ne faut même pas lui prendre d'impôt. Vous voyez, c'est cette tranche-là qui est portée aujourd'hui à 60, vous voyez, de 50 à 60. Mais pour le Conseil national du patronat du Bénin, 100 000 aujourd'hui, avec le coût de l'inflation aujourd'hui et avec tout ce que nous suivons depuis l'extérieur, ce que les travailleurs vivent, les opérateurs économiques également vivent la même chose. Parce que du point de vue importation, aujourd'hui sur le marché, lui il parlait tout à l'heure de toutes les semaines les prix flambent. On peut même dire tous les jours. On peut dire tous les jours sur le marché. Un produit que vous commandez aujourd'hui à 100 francs, le lendemain, on vous dit que c'est déjà à 200 francs. Or, l'opérateur économique, quand il importe, il doit tenir un peu compte des frais accessoires et déterminer son prix de revient avant de pouvoir mettre sur le marché avec les impôts, les taxes, tout ce qu'il doit payer, avant de fixer pour le marché son prix de vente. Et il doit pouvoir prévoir également un peu sa marge. Donc, quand tout ce processus vient ici, c'est normal que le consommateur final, qui est lui, moi, toi et les autres, c'est que c'est normal qu'on trouve que les choses coûtent cher. Mais ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est que nos propres produits, locaux produits chez nous, sont chers. Et quand on vous dit quoi? Le transport a coûté cher, le carburant a augmenté. Donc c'est pour vous dire que le niveau de l'inflation aujourd'hui fait que aussi bien le gouvernement que le Conseil national du patronat du Bénin et la CONEB, nous sommes tenus de réfléchir pour voir comment améliorer les conditions. C'est pour cela que à vous entendre, on a bien l'impression que vous attendiez en réalité les autorités alors, puisque vous réfléchissez. La question était déjà menée depuis. C'est pas en fait, la question de SMIC, les réflexions ne datent pas d'aujourd'hui. Ça se menait depuis au niveau du Conseil national du travail. Bon, M. Amoussou le sait très bien. Mais on ne trouvait pas encore le bout du chemin. Et vous savez, pour fixer le SMIC, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte.
Parce que fixer le salaire, augmenter le salaire, ça suppose que le chef d'entreprise qui va faire face à ça doit pouvoir au moins s'assurer les ressources nécessaires pour pouvoir payer ce salaire. Voyez? Donc ça ne se décide pas comme ça. C'est peut-être comme ça, hein. Je ne sais pas que je dédouane le temps que le ça CSA pris, dénonce, voilà, mais c'est pas que je dédouane cela, mais c'est qu'il faut réfléchir. Et le gouvernement, avant de venir rencontrer aussi le secteur privé, doit également réfléchir. Parce que quand vous allez rencontrer le secteur privé, vous mettez sur la table, voilà ce que nous voulons faire comme SMIC, le secteur privé, l'opérateur va dire, nous aussi, voilà aussi ce que nous pensons. Logiquement, il faut améliorer, mais de l'autre côté, il faudrait quand même que l'État aussi nous accompagne un tout petit peu. Parce que toutes les entreprises aujourd'hui ont d'énormes difficultés. Il y a l'inflation, il y a Covid qui est passé, il y a la guerre aujourd'hui en Ukraine, tout ça là qui sont passés. Donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, si vous ne réfléchissez pas, vous ne menez pas tous les calculs nécessaires avant de vous engager, ce n'est pas une action ponctuelle. Ce qu'on veut faire là, augmenter ce n'est pas une action ponctuelle. Très bien. Là, donc, il faut vraiment assez de réflexion. Donc, nous, on avait amorcé la réflexion. On savait que le jour où le gouvernement nous inviterait, on mettra nos réflexions sur la table. Et je pense que comme le gouvernement aussi veut bien l'amélioration des travailleurs et de la population de façon générale, on finira par trouver un terrain d'entente. En tout cas, hier, on a eu droit à justement une certaine avancée quand on parle du SMIC, puisque aujourd'hui, on constate, ou du moins on a entendu parler d'une augmentation à hauteur de 30%. Voilà, Anselme Amoussou, quels sont les points positifs que vous notez à l'issue donc de cette rencontre? Il y a d'abord ce point que vous évoquez, la question du SMIC. C'est vrai que nous attendions tous à obtenir une augmentation beaucoup plus conséquente. Hein. C'est-à-dire, comme l'a révélé tout à l'heure M. Ounouvi, tout au moins 100 000 ou 80 000, ou en tout cas les 60 000 francs que le gouvernement lui-même a fixés comme étant les salaires qui ne doivent pas être imposés. Un salaire qu'on juge suffisamment bas pour ne pas être imposé, ça doit quand même être assez similaire à un salaire minimum. Donc c'était le moins que nous puissions attendre de cet échange-là. Mais écoutez, il faut être trois pour discuter, pour fixer l'augmentation du SMIC. Les employeurs, les travailleurs et le gouvernement. Et dans les échanges que nous avons eu avec le gouvernement le 26 dernier, le gouvernement n'a pas voulu jouer sa partition. En fait, les employeurs étaient prêts à faire l'augmentation du SMIC, peut-être dans une autre proportion que 30%. Mais ils nous ont expliqué que pour les grosses entreprises, il n'y a pas de souci en fait. Parce qu'on nous a révélé par exemple le jour-là qu'il y a des entreprises aujourd'hui au Bénin où le balayeur perçoit déjà 100 000 francs. Perçoit déjà 100 000 francs. Donc, ce n'est pas pour eux le problème. Le problème, c'est pour les petites et moyennes entreprises qui sont nombreuses et qui ont estimé que s'il n'y a pas eu des mesures d'accompagnement et qu'on leur impose un SMIC qui dépasse les 30% d'augmentation, ils seront bien obligés de débaucher du personnel. Il ne revient pas à un syndicat de travailleurs de favoriser le licenciement de ces militants. Donc nous avons échangé avec les employeurs et nous sommes mis d'accord ensemble avec les employeurs pour demander au gouvernement d'accéder un tout petit peu aux différentes requêtes des employeurs pour leur permettre de faire un effort beaucoup plus conséquent. Mais le gouvernement a dit que dans les conditions actuelles, il ne peut pas. Et finalement, c'est ce que nous avons obtenu. Donc, c'est un point positif parce que moi, je pars du principe que toute augmentation du salaire, même si c'est 1 franc, est toujours un revenu qui s'améliore. C'est toujours un revenu qui s'améliore. Aujourd'hui, nous passons de 40 à 52 000 francs et il faut pouvoir le regarder comme une avancée, quoi que l'on dise. La deuxième avancée que je trouve, c'est le fait que cette séance a permis aux travailleurs et aux employeurs d'écouter le chef de l'État réaffirmer son engagement à améliorer les salaires. Parce qu'avant, on l'a écouté dans un discours à la nation. Cette fois-ci, c'est à l'intérieur d'une séance de négociation que de façon responsable, il a réaffirmé des engagements qu'il avait pris. Et je trouve que c'est un point positif sur lequel nous devons suffisamment faire de la voix pour que ça devienne une pression, disons un devoir
pour le gouvernement et le chef de l'État. En fait, vous étiez heureux qu'ils le disent, qu'ils le réaffirment encore. Absolument, parce qu'on avait beaucoup de craintes aussi. En y allant, on avait beaucoup de craintes. On se disait, mais avec tout ce que l'on dit, on peut finir par nous dire on n'a pas pu, puisque ça mettait trop de temps, on n'a pas pu. Donc voilà un deuxième point positif. Le troisième point, c'est que les échanges ont obligé finalement le gouvernement et le chef de l'État à quand même prendre un engagement sur une date d'effet des mesures. Nous parlons aujourd'hui du mois de novembre. Oui. Ce n'était pas évident au départ. Le gouvernement ne voulait pas du tout s'engager parce qu'il a estimé que les incertitudes sont telles sur l'économie mondiale aujourd'hui qu'il vaut mieux ne pas s'engager. Mais en fin de compte, nous avons aujourd'hui une échéance qui est une sorte de repère que nous allons regarder et sur lequel nous allons faire en sorte que le gouvernement, puisse tenir ses engagements. Et quand on a fini de dire ça, il faut reconnaître également que le chef de l'État, en faisant cet exercice-là, de nous mettre un peu à l'épreuve, parce que vous vous souvenez, si vous avez suivi un peu les reportages qui ont été faits, il a posé une question qui était une question, disons, un peu difficile. J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit ce matin quelque part que c'était une question violente pour les travailleurs et les employeurs, et il avait insisté pour que chacun se prononce. C'était, nous avons une enveloppe. Nous avons un budget pour faire l'augmentation du salaire. Mais nous estimons qu'au lieu de prendre les 100% du budget pour faire une augmentation du salaire, nous préférons en utiliser une partie pour recruter du personnel, les jeunes, et pour améliorer les conditions d'un certain nombre de travailleurs, notamment les aspirants au métier d'enseignant. Et quand on vous pose ce genre de questions, quand vous êtes responsable, que vous êtes lucide, vous ne pouvez pas vous opposer à ça. Parce que tout ça, c'est des urgences, bien entendu. Donc, je trouve que c'est un point positif que le chef de l'État Et donc, pour vous, ce n'était pas un piège? Non. Pour le gouvernement, c'était un piège de négociateur. C'est un piège de négociateur, bien entendu. Mais moi, j'estime que c'est un piège qui va se retourner contre eux parce qu'en fait, c'est un engagement qui est pris. Ils ont dit publiquement, nous allons maintenant améliorer la condition des aspirants au métier d'enseignant. C'est quelque chose que nous demandions depuis des années, depuis des mois. Et finalement, il dit, je vais le faire. Donc, tout au moins 12 mois sur 12. Et pour ça, par exemple, on ne pourra pas nous dire demain, la guerre en Ukraine empêche tout au moins de donner 12 mois sur 12 à des gens que l'État emploie. 12 mois dans l'année, vous comprenez. Et qu'ils disent, je vais faire du recrutement. Demain, on ne pourra pas nous dire on n'a pas pu faire le recrutement. Donc voilà ce que je trouve de quand même assez positif. Parce que moi, je suis plutôt optimiste dans l'âme et j'ai toujours compris que la bataille syndicale, la bataille pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des salariés est une bataille qui se fait marche par marche pour se retrouver à un certain niveau de l'escalier. Donc, ce n'est pas tout ou rien. Nous étions partis avec des prétentions, mais le jeu des négociations finit toujours par permettre que nous nous retrouvions quelque part au milieu de l'escalier parce que chacun ayant fait des concessions. Voilà. Tout à fait. Très bien. D'un point positif, vous aussi? Oui, comme il a dit, vous savez que cette rencontre a été placée dans le cadre d'une réunion que nous avons l'habitude de tenir, à savoir la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective. D'habitude, cette commission est présidée par le ministre chargé du développement. Mais si aujourd'hui, pour cette séance, le chef de l'État même a présidé cela, c'est parce qu'il est soucieux de cet engagement qu'il a pris et qu'il faut qu'il aille très vite. Sinon, la commission va se réunir, et même si c'était la commission qui devait se réunir, peut-être qu'on n'aura pas encore une décision. Parce qu'avant que la commission nationale ne siège, il y a des commissions techniques qui vont se réunir, les commissions techniques vont rendre compte à la commission après va monter au niveau du chef ça va mettre du temps. Maintenant, cette fois-ci, c'est le chef de l'État même qui est là. Il n'y a pas quelqu'un d'autre au-dessus de ce chef de l'État, à part Dieu. Donc, ce qu'il dit, ça doit faire foi. On doit croire ce que le chef de l'État a dit. Et maintenant, à partir du moment où il dit « je veux faire », nous devons être vraiment attentifs et accompagnés. C'est très positif ce qui s'est passé là. Et moi, je dis également, l'autre point positif, c'est que c'est un dialogue tripartite. Et le dialogue tripartite, c'est très important pour la résolution des problèmes de ce genre. Et puis, il peut arriver des moments où vous allez faire le dialogue, mais comme il le dit, on va rendre compte. Mais rendre compte, et celui qui va rendre compte, est-ce qu'il est sûr de dire fidèlement ce que les autres ont dit? Exactement. Aujourd'hui, ça a été dit directement devant le chef de l'État. Le chef de l'État aussi a parlé directement.
Maintenant, il reste à voir dans la mise en œuvre de tout ce qu'il a dit, ce qui va se faire. Donc, à l'écouter, pour nous, le SMIC qui est donné 52 000 francs, c'est aussi une avancée. Passer de 40 000 à 52 000, c'est vrai. Mais vous auriez souhaité, comme vous l'aviez Pour nous, dit, pour le patronat, on aurait même si on souhaité dit 100 faire 000 plus. francs. On aurait souhaité vraiment faire plus. Parce que, on a échangé avec les travailleurs et dans d'autres circonstances, ils nous ont fait des démonstrations pour montrer qu'aujourd'hui, avec un minimum de 82 000, 83 000, la démonstration qu'ils nous ont. Puisqu'on a eu des séances bipartites avec les travailleurs avant même la grande rencontre avec le chef de l'État. Donc, ils nous ont fait des démonstrations et le jour où ils sont venus au patronat échanger avec eux, on était tous touchés par cette démonstration. Et si vous voyez les montants qu'ils prenaient pour faire ce calcul, c'est vraiment insignifiant. Pour un travailleur qui doit se loger, qui doit se soigner, qui doit faire face à la scolarité des enfants, c'est à la limite des mendiants. À la limite, vous mettez des gens comme ça devant de grosses caisses, ils seront tentés de voler. Et le patronat dit, il faut aller plus, il faut essayer de mettre les gens dans les conditions. Pourquoi le patronat insistait surtout sur le minimum, le bas salaire, à partir duquel on ne doit pas prendre le salaire d'impôt? C'est parce que ça permet aux travailleurs de consommer. Ça augmente la consommation. Et quand lui consomme, l'opérateur économique qui vend, au moins lui aussi il gagne de l'argent. Quand l'opérateur économique gagne de l'argent, l'État aussi en gagne. Parce que l'opérateur économique doit payer les impôts aussi à l'État. Donc ça tourne. Mais ça permet d'améliorer un peu les conditions des travailleurs. C'est pour cela que le patronat dit il faut réfléchir pour améliorer. Comme il a dit, dans les grandes entreprises qui sont membres du Conseil national du patronat aujourd'hui, les bas salaires que nous avons, le SMIC catégoriel que nous avons dans nos entreprises, ça tourne autour de 80, 100 000. Donc c'est largement au-dessus du SMIC. Donc c'était pas un problème. À partir du moment où nous parlons du secteur privé pluriel, où il y a les grandes entreprises, il y a les petites et moyennes entreprises, il y a le secteur informel, et il y a vous et nous. Puisque nous aussi, nous utilisons des domestiques, nous utilisons des chauffeurs, nous utilisons des jardiniers, tous ceux-là qui vous payez de salaire, et tous ceux-là qui peuvent prouver qu'il y a un lien de subordination entre moi et lui, et qui prouve que je lui paye un salaire, je dois aussi me mettre à ce SMIC. C'est ce que ça veut dire. Donc les domestiques, les chauffeurs que nous prenons, nous devons le faire. Mais tout cela aujourd'hui, si c'est un fonctionnaire, il faut bien que le fonctionnaire soit au-dessus, à un niveau salarial, pour payer 52 000 agents domestiques à la maison. Il faut qu'il soit à un niveau de salaire pour payer 52 000 au même moment aux domestiques, au même moment aux chauffeurs. S'il doit payer dans un mois son chauffeur, son domestique, à 52 000, ça fait 104 000. Et c'est pas tout. Il y a les autres. Et il y a les autres charges. Ouais. Combien il gagne dans son boulot là-bas. Donc c'est pour vous dire que c'est un sérieux problème. Et on prend ce qui est donné maintenant et les réflexions doivent se poursuivre. Parce que l'inflation, comme il a dit, personne ne sait quand est-ce qu'on va sortir de cette situation. Personne, sauf Dieu. Très bien. Vous aviez évoqué donc les points positifs. Quelles sont les déceptions, Anselme Moussou? Il y a un dernier point positif que j'allais oublier, c'est que le chef de l'État a profité de cette séance pour rappeler aux employeurs et aux travailleurs également cette loi qui a été votée sur l'Arche à l'Assemblée et qui fait obligation aux employeurs de souscrire une assurance, disons, maladie à tous leurs salariés. Donc, c'est pour le 1er janvier 2023. Et donc, c'était quand même une information importante puisque ça fait une dépense supplémentaire pour les employeurs, mais en même temps, ça permet d'améliorer peut-être, disons, l'accès aux soins. L'accès aux soins pour le salarié et sa famille. Et donc, c'était important également comme point qu'il faut souligner si effectivement ça peut se mettre en place parce que nous devons nous revoir pour discuter du contenu du paquet de soins. Nous devons nous revoir pour évoquer également le montant que le gouvernement veut fixer. Tout ça doit être discuté avec les employeurs et avec les travailleurs et dans une moindre mesure. La police d'assurance, ça ne gêne pas les employeurs? Donc, ça peut gêner dans la mesure où
En dehors de ça, vous savez que l'employeur paye aussi d'autres taxes au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et il y a d'autres, au sein de certaines entreprises, il y a déjà des politiques d'assurance. Ouais. Maintenant, c'est que la politique d'assurance lâche, ça c'est une assurance particulière que le gouvernement veut que tous les employeurs souscrivent. Et là, c'est la nouvelle loi, la loi qui a été votée, je crois, en 2021, là, qui le fixe. Donc, sur cette question de l'âge, le gouvernement a déjà rencontré également le patronat. Et nous avons échangé, nous avons exprimé en son temps les difficultés qui peuvent se poser. Et là, on nous a dit, bon, attendez, avant la mise en œuvre, on aura encore une séance pour déterminer le taux du panier. Bon, on en est là, on n'a pas encore l'information. Et qu'il vous souvienne qu'à la dernière réunion de la session du Conseil national de conseil, M. Aragbe a posé le problème pour dire, vous avez promis qu'il y aura une séance pour déterminer le taux du panier. Donc c'est ça qu'on attend. Bon, si ça a été évoqué finalement, je pense que la rencontre doit forcément se tenir pour qu'on détermine le taux. Oui. Donc c'est bon pour le travailleur, comme je le disais tout à l'heure. Aucun chef d'entreprise n'a intérêt à voir son agent malade. S'il est malade, il ne peut pas venir travailler. Et s'il ne peut pas produire, c'est le rendement qui baisse. C'est le chiffre d'affaires qui diminue. Vous voyez? Donc, c'est aussi un point quand même très important. Mais l'essentiel est qu'on s'entende sur le minimum. Parce qu'il s'agit de payer par mois, par agent. Oui. C'est ça, de payer par mois et par agent. Et vous voyez, si c'est des entreprises qui ont de gros effectifs, ça fait quand même une caillotte. Donc, les réflexions vont se poursuivre et nous attendons que le gouvernement vienne avec ses propositions de taux du panier pour qu'on s'entende, pour que les travailleurs quand même puissent bénéficier de ça. Très bien. Les déceptions maintenant. Oui, il y en a quand même eu, hein, parce que là déjà, sur la question de la hiérarchisation des salaires, parce que vous savez que au Bénin, la règle est que lorsqu'il y a une augmentation du SMIC, tous les autres salaires doivent connaître un mouvement de façon différenciée, bien entendu. Les plus gros salaires sont impactés petitement et les salaires les plus bas. Voilà. Alors, le gouvernement, sur cette question, le gouvernement, disons, a voulu s'imposer pour dire qu'il faut suspendre l'application automatique de la hiérarchisation des salaires. Les raisons qui ont été données, c'est qu'il ne revient pas à un gouvernement d'administrer les salaires dans une entreprise privée. Et nous avons objecté... Est-ce que ce n'est pas vrai? Parce que chaque entreprise a ses problèmes, a ses difficultés. Dans l'absolu, c'est vrai. Mais nous sommes dans un contexte que nous ne devons jamais oublier. C'est un contexte de précarité, de pauvreté. On est à plus de 40% de taux de pauvreté au Bénin, sur le chiffre officiel. Donc, dans ce genre de contexte, vous ne pouvez pas vous comporter comme si vous étiez, je ne sais pas, en France ou en Grande-Bretagne. Et c'est pour cela, certainement, que et nos aînés, nos anciens ont mis cette règle-là qui n'existe pas dans tous les pays, mais qui existe quand même au Bénin. Comme par exemple, on nous a parlé de la Côte d'Ivoire ou du Niger, je ne sais plus très bien, mais ça existe au Bénin. Parce que c'est ça qui permet. Regardez par exemple, et le chef de l'État dit, OK, chaque employeur va regarder sa politique à l'interne de l'entreprise pour, disons, augmenter le salaire pour ses agents. Et un employeur qui est conscient de l'importance des ressources humaines va le faire certainement spontanément. Mais est-ce que tout le monde va le faire? Si tout le monde ne le fait pas, qu'est-ce qu'on met en place en tant qu'État régulateur pour obliger les gens? Parce que souvent, on discute avec les employeurs et on s'entend sur un minimum. Suivant leurs moyens, ça peut ne pas être à la hauteur de ce que nous souhaitons, mais tout au moins, en termes de motivation des agents qui ne sont pas au SMIC, c'est quand même important. Il y a un autre aspect plus important pour qu'on maintienne cette hiérarchisation. C'est qu'aujourd'hui, si nous nous en tenons à cette décision du gouvernement, si nous nous en tenons aux conclusions de ces échanges avec le gouvernement, c'est que les retraités du privé ne vont connaître aucune augmentation. Parce que vous n'allez pas demander aux chefs d'entreprise d'ajuster les salaires pour les actifs et d'aller ajuster les salaires pour les retraités qui sont partis. Or, la hiérarchisation permettait au moins d'espérer que les pensions puissent également bouger dans le secteur privé. Aujourd'hui, si les engagements du gouvernement sont respectés, en novembre, les pensions des retraités de la fonction publique
vont connaître une augmentation et de l'autre côté, la grande masse des camarades du privé va rester sur place. Donc, voilà un Parce des qu'on ne aspects. peut pas présager d'une bonne foi d'un chef d'entreprise. Non, on ne peut pas, parce que parfois, ils ont la bonne foi et ne peuvent pas. Mais quand c'est une obligation, on trouve les voies et moyens pour s'entendre avec les gens et faire. Ça peut être une augmentation de 1%, de 2%, de 3%. C'est quand même, l'effet psychologique est important. Parce que si moi, j'étais à 52 000 déjà, supposons que moi, je suis déjà à 52 000 francs dans l'entreprise. Les camarades qui sont à 40 000 francs aujourd'hui vont connaître une augmentation de 52 000 francs et me rattraper. Et moi, je ne bouge pas. Humainement, je crois qu'il y a un problème en termes de motivation dans l'entreprise. Donc, c'est un peu ça que ça vient corriger. Mais on n'a pas pu s'entendre. Ça fait l'une des grosses déceptions. Et nous avons marqué notre désaccord. À un moment donné, le chef de l'État a dit, bon, voilà ce que le gouvernement va faire. C'est un peu le revers d'aller discuter avec le premier magistrat aussi. C'est un peu le revers de dire, bon, c'est ça qu'on fait. C'est un peu cette attitude-là que nous avons eue sur la question de la hiérarchisation. Et nous pensons que ce débat doit pouvoir se poursuivre. Parce qu'au final, on a proposé au chef de l'État et au gouvernement d'appliquer ce qui est là maintenant par rapport à cette nouvelle augmentation, en attendant que nous fassions le débat sur le maintien ou non du principe. Mais pour l'instant, il faut quand même l'appliquer en tenant compte du fait que la situation sociale, elle est désastreuse aujourd'hui pour le Bénin et pour les Béninois. Bref, on n'a pas pu s'entendre là-dessus et donc ça devrait se poursuivre de notre point de vue. Deuxième déception, c'est que on a parlé de l'augmentation du salaire pour les agents du public et nous qui nous attendions quand même tout au moins à examiner les propositions du gouvernement en termes de pourcentage, on n'a pas les pourcentages. On n'a pas pu avoir les pourcentages. Donc, le gouvernement dit, je vais impacter le point indiciaire et ensuite je crée un sursalaire sur les salaires et sur les pensions en suivant 4 paliers que nous avons. Donc, nous avons validé les 4 paliers. Nous avons validé le principe d'augmenter le point indiciaire et d'augmenter les salaires par ailleurs avec les pourcentages, mais on ne connaît pas les pourcentages. La cagnotte qui aurait été dégagée pour s'occuper de tout ça, on ne connaît pas le montant de la cagnotte. C'est un peu ça, la déception, parce que, voyez-vous, quand l'espoir est trop grand, vous ne pouvez qu'être déçu. Et l'espoir a été entretenu de façon tellement énorme par la communication du gouvernement que, finalement, aujourd'hui, on ne peut que sortir déçu, alors que, par ailleurs, on a quand même eu des avancées, mais c'est de petites avancées. Et moi, habituellement, j'ai tendance à regarder toujours le verre à moitié plein, quand il s'agit donc de négociations. Mais dans le cas d'espèces, voyez-vous, ce n'est pas ma faute si j'ai quand même cette déception-là. C'est la faute de ceux qui nous ont vendu un rêve en couleur et qui finalement ont été rattrapés par un certain nombre de réalités. Très bien. Vous avez des déceptions. Vous êtes heureux par rapport à la hiérarchisation qui... voilà. Non, ce n'est pas question d'être heureux ou de ne pas être heureux. La question de la hiérarchisation, je crois qu'au départ, il y avait une petite incompréhension de ce qu'on appelle hiérarchisation. Les gens pensent que dès qu'on dit hiérarchisation, de plus bas salaire jusqu'au sommet, il faut tout hiérarchiser. Et dans les précédents débats qu'on avait eus, il y avait eu des propositions, par exemple, de taux d'amélioration, de hiérarchisation, où on disait ceux qui étaient à la catégorie A, il faut augmenter de 26%, et ainsi de suite, jusqu'au salaire le plus élevé, il faut augmenter de 5%. Et quand vous voyez un peu la masse salariale que ça va traîner, c'est énorme. Quand on parle de SMIC d'abord, le SMIC, ça concerne les bas salaires. Les bas salaires, c'est-à-dire que celui qui est en dessous, ça fait de SMIC national qui est fixé, il faut le monter au SMIC national, le nouveau SMIC. Le SMIC. Maintenant, comme il le dit, ce n'est pas exactement qu'il n'y aura pas, bon, il ne faut peut-être pas parler de hiérarchisation, mais d'ajustement. Il y aura d'ajustement. Celui qui était déjà à 52 000 avant le SMIC, celui qui quitte 40 000 pour venir à 52 000, il le rattrape. Mais le chef d'entreprise ne peut pas le laisser, lui, à 52 000. Il y aura de frustration, il y aura d'injustice. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut faire foi à tous les chefs d'entreprise? C'est ça l'inquiétude. C'est inévitable. C'est inévitable. On ne peut pas, parce que tu montes l'autre à 52 000. Ça fait une augmentation peut-être de 30%. Donc, il faut forcément que
l'écart qui existait entre celui qui était en dessous de 50 000 et celui qui était à 50 000, il faut que quand même que l'écart se remarque. Donc on doit pouvoir augmenter cela. Ça va se faire automatiquement. Hein. Je crois que ça doit se faire dans les entreprises. Et ça veut dire que le CNP doit mener quand même une campagne dans ce sens. Oui, on va sensibiliser les gens pour ça. Et en dehors même de la sensibilisation, il y a quand même les services de l'inspection du travail qui sont chargés de contrôler les conditions, tout ça, et de l'application des décisions du gouvernement, l'application des tests. Ils peuvent veiller, ils peuvent voir si ces tests-là sont appliqués. Si ce n'est pas appliqué, ils rendent compte à qui de droit. Et s'il y a verbalisé, ils vont verbaliser. Mais c'est que celui qui était à 52 000 ne peut plus rester à 52 000. Celui qui était, par exemple, à 55 000, lui aussi ne peut pas rester à 55 000. Parce que celui qui était à 52 000 va connaître une augmentation. Donc, celui qui est à 55 000, il peut le dépasser si on ajoute 30%. Mais le chef d'entreprise n'est pas contraint, puisque... Non, il n'est pas contraint, mais c'est une... Il n'est pas contraint par la loi, mais il est tenu par les exigences de performance de son entreprise. Par les exigences de la performance et de la motivation quand même de son personnel. Parce que ce serait injuste que celui qui était à 40 000 me rattrape et que moi, en tant que chef d'entreprise, je ne fasse rien. Ce n'est pas normal. Maintenant, si en faisant le jeu d'augmentation, du pourcentage d'augmentation du SMIC, j'arrive à un niveau où, en augmentant même encore le salaire immédiat qui vient déjà largement supérieur, je ne suis plus tenu de faire le même taux. Mais il revient au chef d'entreprise pour une question de justice sociale. Ça, ce n'est pas une obligation à ce niveau. C'est pour une question de justice sociale que celui qui est un peu haut là-bas, tu dis, bon, il va voir que les autres ont bougé, moi je n'ai pas bougé. Le chef d'entreprise est là pour dire, bon, pour question de ceci, j'augmente de 1%, j'augmente de 0,50%. Ça, c'est une question de justice sociale. Mais ceux qui sont dans la tranche du nouveau SMIC et autour du nouveau SMIC, ils doivent forcément avoir d'ajustement à ce niveau-là. Et ça doit se faire. Ça doit se faire. Voilà. Et on y veillera, on va sensibiliser les gens pour que cela se fasse. Mais maintenant, par contre, on ne peut pas imposer une hiérarchisation non plus aux chefs d'entreprise. Si on impose ça aujourd'hui, je crois que le débat avait été déjà fait une fois. Vous imposez ça, certaines entreprises, ça ne les gêne pas, ils vont payer. Mais d'autres, par contre, qui auront des difficultés et qui n'ont pas de marché à exécuter aussi dans le pays, qui n'ont pas d'activité, ils ne pourront pas le faire. Mais les contraindre, mettre des pressions, ils finiront par faire ce que le SG a dit. Je dis, bon, vous m'obligez avec ce que j'ai comme caillotte pour faire face à ça, je ne peux plus garder tout le personnel. Je saisis la main d'œuvre, autorisez-moi à faire un licenciement économique, autorisez-moi à faire un chômage technique. Les tests lui donnent cette prérogative, il va le faire. Est-ce que c'est ça qu'on veut aujourd'hui? Il vaut mieux être là, s'entendre avec les travailleurs pour dire, bon, le peuple là, on sera en train de manger. Dès que ça va s'améliorer, on va encore améliorer. Mais le SMIC est obligatoire. C'est-à-dire que toutes les entreprises doivent pouvoir réajuster leur SMIC catégoriel au SMIC national. Ça, c'est une obligation. Voilà. Vous avez en fait, les employeurs ont-ils des déceptions au regard, en fait, au terme de cette rencontre? Bon, déception, le problème est que, vous savez, dès que vous faites une augmentation de salaire, ça entraîne des charges, inévitablement. Et pour compenser ces charges, il faut des produits, il faut des recettes. Il a dit tout à l'heure, le gouvernement doit accompagner les chefs d'entreprise en leur donnant par exemple des marchés qui sont signés avec peut-être les opérateurs économiques étrangers, les investisseurs étrangers. On peut dire les opérateurs économiques locaux, là, donner leur 40% dedans, ils vont exécuter soit en sous-traitance ou en n'importe quelle manière que ce soit, pour leur permettre aussi d'avoir du marché. Parce que si je n'ai pas le marché, je n'ai pas d'activité, je dois payer l'impôt, je dois faire face aux charges, c'est insupportable. Il a dit il faut que le gouvernement accompagne les entreprises pour dire voilà. Sur le plan, par exemple, de la fiscalité, nous allons alléger un certain nombre de taux.
La dernière fois, on était à l'Assemblée le 9 novembre 2021, avant le vote du budget. Nous avons fait un plaidoyer. Le président du patronat était là. Il a fait un plaidoyer pour l'amélioration quand même du plateau fiscal au Bénin, parce qu'il y a beaucoup de choses qui pèsent sur les entreprises. Et vous savez qu'aujourd'hui, très peu d'entreprises, c'est les 5% qui sont dans le secteur formel et qui sont au patronat, c'est eux-là qui supportent la fiscalité. Notre économie étant dominée fortement par le secteur informel où le paiement d'impôts pose problème, il a lieu que le gouvernement et les employeurs réfléchissent pour voir, je suis prêt à vous accompagner dans votre politique d'amélioration des conditions de la population des travailleurs, mais vous aussi, en contrepartie, concédez-nous certaines choses pour nous soulager un peu. Mais là, si ça ne se fait pas comme ça, il n'y a pas de mesure d'accompagnement, souffrez quand même que ça va être difficile. Depuis le gouvernement, on a par exemple présenté le PAG2, où dans le PAG, il est question que 52% des PAG soient exécutés en partenariat public et privé. C'est le lieu d'attirer le partenaire, le privé béninois, pour dire, bon, voilà les grands projets, par exemple, qu'il y a à exécuter. Voilà. Préparez-vous pour aller sur ces projets. Et c'est des projets qui s'étendent sur 5 ans. Quand on va mettre ces projets, dit cette année c'est tel projet, l'année prochaine, 2 ans, c'est tel projet, le béninois, le reproche qu'on lui fait d'habitude, on dit le secteur privé n'a pas les moyens financiers, n'a pas les compétences techniques et tout. Mais ça, il sait que dans 2 ans, 3 ans, il y a tel projet à réaliser, il peut se mobiliser, soit se mettre ensemble en joint venture avec d'autres étrangers pour aller sur ces marchés et trouver un peu de sous. Parce que tant que l'entreprise n'est pas accompagnée, c'est qu'il y a des problèmes qui attendent. Covid étant déjà là en train de les tuer proprement, les moyens n'accompagnent pas comme cela se doit. Tu n'as plus d'affaires, tu n'as plus d'activité. Aujourd'hui, je crois pas plus tard, avant-hier, je discutais avec un chef d'entreprise, il dit il a l'habitude de faire 4 milliards et quelques de chiffre d'affaires. Il est à 1,2 milliard aujourd'hui. Il dit mais qu'est-ce que je vais faire en ce moment? Je suis obligé de mettre des gens à la porte. De 4 milliards, 3 milliards, à 1 milliard. Au même moment, il faut payer les impôts. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que la situation que vivent les opérateurs économiques aujourd'hui, c'est terrible. Les gens se battent pour tenir. D'où le gouvernement doit venir au forcément secours. Accompagner donc, le secteur privé. Voilà. On va suivre, puisque nous parlions donc des chefs d'entreprise. Nous allons suivre ensemble le premier responsable donc de la Confédération nationale des employeurs du Bénin. Bien évidemment, il donne son regard au thème donc de cette rencontre. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les parties prenantes sont d'accord qu'il faille revaloriser les salaires. On est pratiquement tout d'accord là-dessus. Il s'agit maintenant de savoir jusqu'à quel degré, jusqu'à quel taux, puisque l'une des parties prenantes, que sont les organisations d'employeurs, vous le savez, depuis la fermeture des frontières avec le Nigeria, la dame Covid-19, et puis aujourd'hui les conséquences de la guerre en Ukraine, font que les entreprises n'ont pas eu matière à améliorer leur performance, leur productivité, donc leurs revenus. Néanmoins, nous avons convenu d'aller jusqu'à 30%. Et c'est cette proposition qui est sur la table, autour de laquelle l'on discute. 30% partant de 40 000, ça fait bien 52 000 et quelques. En plus, nous acceptons le principe que le personnel soit également bénéficie d'une prime d'assurance. L'un dans l'autre, ça nous ramène quand même pas loin des 60 000. Et je crois que visiblement, la discussion peut tenir autour de ça. Vous savez, il y a des choses qu'on a envie de faire, qu'on pense qu'on peut faire, et puis les situations de contingence vous amènent à reviser votre position et à rentrer dans une logique de très grande prudence. Vous savez, quand on dit à quelqu'un qu'il a... Je vais prendre un salaire moyen de 250 000, ça coûte à l'entreprise 349 000 francs entre les différentes taxes patronales, ouvrières ou autres, etc. Voilà ce qu'il faut retenir sur la question de la masse salariale. Quand quelqu'un que vous recherchez, parce qu'il a la compétence qu'il faut, est à 1,8 million, il faut savoir que pour l'entreprise, ça coûte 3,1 millions. Eh bien, ça fait partie des biscuits que nous aurions souhaité
demander au gouvernement de permettre à ce que le niveau du bas salaire soit le plus évolué, le plus élevé, de manière à ce que ces exemptions d'impôts sur ces bas salaires nous permettent d'avoir des revenus pour discuter davantage sur la question du SMIC. Ce n'est pas le cas. Je crois qu'on ne va pas bouder notre plaisir et on va tourner autour de ça et espérer que les situations de contingence qui sont les nôtres et celles du monde entier, eh bien d'ici novembre, effectivement, s'éclaircissent. Voilà, à l'instant donc le président de la CONEB, Anselme Amoussou. Quelle est concrètement la suite? Comment ça se passera? C'est vrai que, on attend novembre pour les premiers effets. Oui, ça c'est pour les effets, mais d'ici à novembre, il y a des échéances. Déjà, il faut que le décret soit pris pour, entériner l'augmentation du SMIC. C'est à ce moment-là que ça devient une obligation pour tous les employeurs. Ensuite, le gouvernement s'est engagé sur 2 rendez-vous importants avant novembre. Le premier rendez-vous, c'est que le gouvernement, avec l'implication forte du ministre des Finances, doit rencontrer à nouveau les employeurs et le patronat, les employeurs et les travailleurs, pour que nous puissions examiner quelles sont les propositions du gouvernement, les propositions en termes de pourcentage. On a parlé de points d'indice, on a parlé de pourcentage suivant les paliers. Les quatre paliers. Voilà. Donc nous devons nous retrouver pour examiner cela et nous espérons que ça ne va pas prendre 4-5 mois comme la dernière fois. Ensuite, vous savez que ces échanges ont eu lieu, bien qu'on ait parlé de session ordinaire, nous n'avons eu qu'un seul point. Et les tentatives pour aménager un peu, pour modifier l'ordre du jour n'ont pas abouti. Et le ministre Abdoulaye Biot Tchane, président par ailleurs de la commission de négociation, a pris l'engagement que nous allons avoir un nouveau rendez-vous pour examiner les autres points de revendication, y compris également des employeurs. Parce que tout à l'heure, M. Ogunouvi parlait de préférences nationales que nous devons mettre en place en termes donc, de marché, d'accompagnement des entreprises. Je trouve que c'est important. C'est important. Donc, on a besoin, par exemple, de revenir sur la question de la hiérarchisation et de faire ce débat-là. Parce que nous ne devons pas être frileux pour faire un tel débat, même nous qui sommes des défenseurs des travailleurs. Il faut faire le débat et tenir compte des difficultés également des entreprises et des employeurs. Quelqu'un qui était à 3 milliards, à 4 milliards, qui se trouve à 1 milliard, vous n'allez pas lui demander de faire un miracle et de conserver, s'il a 100 personnels, de conserver les 100 personnels. Il doit y avoir forcément. Donc si on lui fait un accompagnement qu'il faut, et nous devons nous mettre avec les employeurs pour obtenir ce genre d'engagement de la part du gouvernement. Donc, ces 2 rendez-vous sont des rendez-vous importants qui vont certainement apporter une plus-value à la qualité des relations entre les négociateurs que nous sommes. Le gouvernement a besoin, disons, de redorer un peu son blason en termes d'ouverture au dialogue. Et je pense que nous avons eu, une bonne séance avec le chef de l'État le 26 dernier. Et il est attendu de notre part, nous travailleurs en tout cas, que les rendez-vous qui ont été pris soient des rendez-vous que nous puissions avoir assez rapidement. Dans tous les cas, nous sommes là pour rappeler au gouvernement ces engagements-là. Si on le fait, ça permet à tout le monde d'attendre sereinement le mois de novembre, encore que le mois de novembre a été assorti de conditions, parce que Effectivement. Et même là, nous devons reconnaître objectivement que le gouvernement a quand même eu raison, parce que nous, on voulait que ce soit au mois de mai, dès le mois de mai, les effets de ces annonces-là. Le gouvernement a dit, pas prudence, il préfère mettre ça en novembre, mais encore en novembre, c'est à condition que les conditions le permettent. Et on est tributaire justement des chocs extérieurs. La guerre en Ukraine, le chef de l'État disait hier que ça a les effets d'une guerre mondiale. Vu l'importance de l'Ukraine et de la Russie, voilà, sur un certain nombre de produits importants. Donc nous sommes responsables syndicaux, nous sommes employeurs, mais nous sommes avant tout des citoyens. Et nous devons reconnaître que dans le cas d'espèce, ce discours tenu par le gouvernement n'est pas un discours de démagogie, que c'est un discours de réalisme, mais toujours est-il qu'il a besoin de faire en sorte que les efforts qui ont été faits jusque-là et qui font que le Bénin est cité en exemple comme l'un des pays qui ont su gérer la crise, les différentes crises extérieures que nous avons connues, et qui fait qu'aujourd'hui on a disons, de bons chiffres en termes de prévision de croissance. Tout cela doit pouvoir se poursuivre parce qu'il est important que le gouvernement respecte
l'engagement de novembre. Il y va de sa crédibilité et de la crédibilité même de la commission de négociation, de la crédibilité des responsables que nous sommes et de ce que nous devons construire sur l'avenir, un dialogue qui aide vraiment une gouvernance. Donc c'est important que nous puissions, tous autant que nous sommes, faire les efforts qu'il faut. Maintenant, dernier point qui me paraît très important, c'est que vous pouvez augmenter les salaires de 1000% si, en situation d'inflation, les mesures qui sont prises pour contrôler et réguler le marché ne sont pas efficaces. C'est que finalement, vous n'avez rien fait pour personne parce que tout ce que vous avez fait comme effort en termes d'augmentation va être consommé par l'inflation du marché. Et à la date d'aujourd'hui, on sait très bien que le gouvernement doit faire des efforts supplémentaires, notamment le ministre du Commerce, pour faire en sorte que les mesures qui ont été annoncées là soient vraiment une réalité sur le terrain. Parce qu'effectivement, dans nos marchés, il y a toujours, ces prix qui sont maintenus malgré ces mesures prises par le gouvernement. Le patronat aussi attend ces deux rendez-vous avant novembre, certainement. Oui, vous savez qu'après les débats, quand on fixe le SMIC, c'est un décret du gouvernement qui sanctionne cela. Donc forcément, nous attendons que ce décret soit pris pour que la mise en œuvre soit effective dans nos entreprises. Et vous savez également que tout ce qui concerne les travailleurs concerne aussi les entreprises. Et nous avons l'habitude de dire que travailleurs et entreprises, c'est une cause commune. Nous devons travailler ensemble. Et nous avons aujourd'hui la chance que nous avons quand même des responsables syndicaux qui ne sont pas des va-t-en-guerre, qui comprennent la situation à des moments donnés. Parce que c'est vrai qu'ils représentent des travailleurs et on dit le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc quand tu as faim, tu peux faire des choses et après tu vas regretter. Donc nous les comprenons également. Eux aussi, heureusement, ils nous comprennent que les entreprises ne peuvent pas faire de miracles. Si je n'ai pas d'affaires, je ne peux pas faire autre chose que ce que j'ai. C'est pour ça que le cadre de concertation qu'on cherche à mettre de façon permanente en place entre eux et nous, c'est indispensable. Parce qu'il faudrait qu'on ce n'est qu'à travers le dialogue qu'on peut connaître les difficultés que nous vivons l'un et l'autre et chercher ensemble la solution. Parce que tout à l'heure, le SG a dit que devant le gouvernement, ils ont cherché à ce que le gouvernement accompagne le secteur privé. Parce que si le secteur, la société, l'entreprise ne se porte pas bien, les travailleurs ne se porteront jamais bien. Tout à fait. Oui. Donc, c'est pour vous dire que nous attendons non seulement ce décret, mais également que les autres problèmes qui sont en suspens soient également abordés. Et il a dit, les entreprises aussi ont des problèmes. Et au cours de ces différentes négociations, puisque aujourd'hui, la grande commission, on parle des revendications, on parle des problèmes du secteur privé et tout au sein de cette commission. Et nous en avons, et on a déjà commencé par poser ces problèmes au gouvernement. Donc la dernière fois, on a posé des problèmes, mais qui malheureusement n'ont pas encore trouvé de solution dans le dernier code des impôts qui s'est passé. Parce que pour nous, nous disons il faut accompagner les travailleurs. Si nous devons accompagner les travailleurs également pour qu'ils soient dans les conditions pour rendre pour les entreprises, il faut voir un peu le niveau de l'ITS s'impose sur traitement, sur salaire, qu'on leur prélève. Nous estimons que c'est énorme, qu'il faut revoir un peu ça pour permettre aux travailleurs d'être à l'aise. Mais au contraire, quand le code est sorti, ces dispositions, nous, au niveau des entreprises, on n'a pas eu satisfaction. Notre président a plaidé pour ça à l'Assemblée, mais on n'a pas eu satisfaction. Ce qui est sorti n'a pas amélioré ce que veut le patronat pour permettre aux gens. Pire encore, c'est que les travailleurs ont perdu encore de l'argent dans cette affaire avec la suppression de mécanismes de réduction qui se fait en fonction du nombre d'enfants. Tout à fait. Ouais? Donc pour nous, on a intérêt à ce que les travailleurs soient bien, pour que nos entreprises se portent bien. Et pour que nos entreprises se portent bien, il faut que le gouvernement veille bien aussi nous accompagner. En tout cas, nous avons dans une certaine vox populi, donc la parole qui a été donnée donc aux populations. Les populations estiment que la grande responsabilité, au-delà de cette responsabilité qui incombe au gouvernement, que l'autre responsabilité incombe surtout aux employeurs. Ouais. Ils croient, certains citoyens pensent que ils voudraient voir, ils sont des Saint Thomas pour le moment, ils vous attendent.
vous les employeurs. Ils veulent croire, ils veulent voir quoi? L'application, bien évidemment. De Après la prise pour le SMIC. Tout ça. Vous savez que en 2014, il y a eu l'augmentation du SMIC qui est portée à 40 000. Des entreprises, comme je dis, ce n'est pas les grandes entreprises. Les grandes entreprises sont loin de 40 80 000. Les petites entreprises, avec les problèmes qu'ils ont, je peux vous dire qu'il y a des entreprises qui n'ont pas pu payer 40 000. Et même dans le cadre du gouvernement, quand vous allez voir la grille salariale, il y a des gens aussi qui sont en dessous de 40 000. Donc c'est pour vous dire que c'est déjà à ce niveau, ça n'a pas été fait. Maintenant on dit 52 000, l'idéal aurait été que tout le monde se conforme à ça. Maintenant, avec les difficultés des petites et moyennes entreprises, les difficultés de ceux qui sont dans le secteur formel, il ne faut pas dire à 100% que ça va se réaliser. C'est qu'il faut maintenant sensibiliser davantage les gens pour qu'ils comprennent. Mais ils vont rétorquer pour dire, nous n'avons pas d'affaires pour payer. D'où la nécessité que le dialogue se poursuive avec le gouvernement pour que ces conditions soient améliorées. Et comme il a dit... Il faut que le patronat également... le patronat va continuer de faire la sensibilisation. Mais après sensibilisation, qu'est-ce que tu peux d'autre? Parce que le gouvernement ne peut même pas frapper. Tu ne peux pas aller dire, je veux sanctionner. Tu ne peux pas aller dire à l'entreprise, si tu ne payes pas, je vais fermer. Vous voyez? Donc, ce n'est qu'à travers les négociations, dès que le type, l'entreprise a quand même les ressources, il doit le faire. Et je dis, il y a aussi les services de l'État qui sont chargés quand même de vérifier pour voir la mise en œuvre des tests. Si les tests ne sont pas respectés, attirer l'attention de l'autorité. Et là, si ça vient à l'oreille du président du Conseil national du patronat de Bénin pour dire telle entreprise ne respecte pas, on se rapproche de ce chef d'entreprise pour discuter. Et non tout de suite lui imposer, discuter pour comprendre cette difficulté. Et cette difficulté, c'est ça que le patronat va prendre pour aller faire un plaidoyer au plus haut niveau pour que tout le secteur privé soit impacté par les mesures d'accompagnement que le gouvernement doit mettre en place. C'est d'autant plus juste, si je peux dire, monsieur Ounoubi, que vous savez qu'il y a des pensions qui sont payées aujourd'hui. Ce sont des pensions dont je ne peux pas dire le montant. Et pourtant, c'est quand même l'État, n'est-ce pas? C'est quand même l'État. Donc, voilà, il faut qu'on sensibilise. Mais ce qui me fait sourire plutôt, c'est quand les citoyens commencent à dire on attend les employeurs, on attend les employeurs. Beaucoup parmi nous, quand je dis citoyens, c'est nous également, c'est moi également, beaucoup parmi nous ignorent qu'ils sont également des employeurs, qui doivent se conformer. Vous avez la petite domestique à la maison à qui vous payez 20 000 francs, désormais vous devez lui payer les 52 000. Vous avez le chauffeur que vous maltraitez, vous devez lui payer les 52 000 et les déclarer, donc payer les charges. Donc, c'est nous tous. C'est nous tous. On doit forcément essayer d'améliorer les choses dans la vie, mais je pense qu'on a besoin forcément d'un accompagnement. Parce que quand je regarde un peu la zone spéciale de Clodibé, c'est la volonté du gouvernement de faire venir les investisseurs importants et de créer les emplois. La volonté est là. Et c'est une volonté qu'il faut saluer. Mais il ne faut pas oublier de regarder ceux qui tenaient à bout de bras l'économie avant que les gens en arrivent. C'est les PME, c'est les grosses entreprises du Bénin, des nationaux. D'où la nécessité de faire de la préférence nationale et de faire en sorte que nous puissions encourager les nôtres ou bien obliger ceux qui vont venir avec de gros moyens à s'associer avec les nôtres pour que ceux qui ont pu aider le pays jusque-là, on ne les traite pas en ingrats. Très bien. Merci beaucoup à vous, Anselme Amoussou, secrétaire général donc, de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin. Merci à vous, Bernard Ounoubi. Vous êtes le directeur exécutif donc, du Conseil national du patronat. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une autre tribune spéciale sur nos antennes. Agréable soirée à chacun et à tous.